Bernard Toinel, tu as rédigé un livre que je trouve personnellement très bien fait, que je cite très souvent dans l'émission La Vague d'OVNI, Objet volant non identifié, qui est paru aux éditions Michel Lafon, qui est une sorte de ouzou de l'ufologie. C'est un recueil surtout de ce que j'ai pu collecter pendant les premières années où on a publié donc VSD hors série OVNI, et qui est un petit peu le regroupement, la collecte de l'ensemble des quelques enquêtes que j'ai pu réaliser. Alors Bernard, aux États-Unis, ce soir, il y aura une émission spéciale. Absolument, c'est un événement important, c'est pour ça qu'effectivement il faudrait que l'information soit bien répercutée en France, parce que je crois que souvent on a considéré que l'Amérique ne faisait, à tort d'ailleurs je pense, un cover-up, c'est-à-dire en fait une espèce d'opération de maquillage pour divulguer ou dévoiler tout ce qui avait attrait au phénomène OVNI, et là on a parfaitement l'exemple du contraire, puisqu'il s'agit quand même d'une des plus grandes chaînes américaines, il s'agit d'ABC News, l'équivalent de TF1 en France, avec donc comme instigateur Peter Jennings, qui est l'équivalent à peu près de Patrick Poivre d'Arvor aux États-Unis. C'est une émission donc qui va être diffusée à 20h heure côte Est, c'est-à-dire en fait une heure de très grande audience. C'est ce qu'on appelle le prime time, et donc c'est une émission de 2 heures présentée par Peter Jennings, qui d'ailleurs annonce la couleur, qui dit que le phénomène OVNI ce n'est pas uniquement de la croyance, mais c'est également des témoignages visuels, et c'est des témoignages purs. Alors on sait quels vont être les sujets abordés ce soir, tu vas pouvoir les définir dans quelques instants. Ce qu'on peut dire déjà pour ceux qui sont bilingues et qui ont internet, c'est qu'on peut aller sur le site d'ABC où il y a des informations sur l'émission. En tout état de cause, on connaissait l'existence de la préparation de cette émission depuis à peu près une dizaine de mois. On ne savait pas comment ils allaient traiter les choses, mais dès je dirais, les premiers contacts qui ont été effectués auprès de mes collègues qui sont ici aux États-Unis ont été assez surprenants. C'est-à-dire que Peter Jennings est connu quand même pour faire du travail sérieux, du travail d'investigation de profondeur. C'est quelqu'un hautement crédible. C'est quand même une des principales têtes d'affiche aux États-Unis. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, et il a décidé, je pense, alors maintenant on peut interpréter, ça sera à vos invités un petit peu de commenter la résultante peut-être de ce qu'on pourrait appeler une levée progressive du secret, mais là on est plutôt dans le côté divulgation. Je crois que Peter Jennings a l'intention de frapper un grand coup aujourd'hui. Déjà, ne serait-ce que pour l'annonce qui est faite sur les médias américains, donc c'était un clip qui dure à peu près une quinzaine de secondes, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Donc déjà, on remet en cause le ridicule qui jusqu'à présent a été un petit peu monnaie courante dans la présentation du phénomène OVNI et surtout des témoins. Donc c'est une sorte de mea culpa, je dirais, des médias américains. Alors ça c'est très important. Et puis deuxièmement, c'est aussi le doigt pointé sur les scientifiques et sur les officiels en leur présentant des cas qui sont incontournables et je dirais qui ne sont même pas connus du grand public. Je prends par exemple un cas qui était effectivement dévoilé dans le livre de Jean-Jacques Velasco, je dirais à tort, parce que c'est malheureusement pas lui qui a mené l'enquête, et je crois que c'est un peu dommage qu'il y ait eu cette divulgation un peu prématurée, mais enfin bon, peu importe. Le problème, c'est une affaire qui a été en fait, je crois, la goutte qui a fait déborder le vase pour la conclusion du rapport Condon. Alors ça, je crois que vos invités devront revenir sur l'atmosphère qui régnait entre 1966 et 1969, parce que je crois que c'est un petit peu la réponse du berger à la bergère. En tout cas, cette émission se veut être une mise au point et surtout, je dirais, le résultat d'une enquête de plusieurs mois, pas une enquête qui a été traitée à la va-vite. Et c'est aussi une réponse du berger à la bergère au documentaire qui avait été diffusé sur France 2 en 2000, je crois, 2001. Je crois qu'il s'intitulait OVNI, le secret américain, qui était d'ailleurs coécrit par Jean-Jacques Velasco. Alors la soirée de ce soir par Jennings, on en a un peu peur parce que c'est un provocateur, on ne sait pas exactement la manière dont il va procéder. Est-ce qu'on n'a pas aussi peur que ce ne soit simplement qu'une campagne de publicité liée à la sortie de La Guerre des Mondes tournée récemment par Spielberg ? Oh non, aucun rapport. Non, je pense plutôt que ça n'a rien à voir avec la guerre des mondes, mais que la guerre des mondes va certainement en rajouter dans quelques mois, ça c'est clair. Non, c'est surtout les découvertes récentes sur Mars
qui sont le fait déclencheur de cette opération. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des découvertes scientifiques qui maintenant, je dirais les scientifiques sont un peu au pied du mur, sont obligés d'admettre quelque part que la vie maintenant, elle est plus que probable sur d'autres planètes du système solaire, et sous quelque forme qu'elle soit. Donc les découvertes récentes sur Mars, les annonces qui ont été un petit peu contredites officiellement par la NASA, mais enfin ça reste quand même des annonces importantes, comme quoi il y aurait effectivement un côté affirmatif sur l'existence de vie microbiologique, c'est quand même quelque chose. De la part d'ingénieurs de la NASA qui n'ont pas fait dans la dentelle pour l'annoncer. Ça a été également relayé par Spacecom, qui n'est pas quand même un site internet extrêmement favorable aux ovnis, bien au contraire. Donc effectivement, les choses évoluent, les choses commencent à se concrétiser. Donc cette émission de 2 heures va être le résultat aussi de 150 interviews, c'est pas rien. 150 interviews qui auront, je pense, qui vont faire mal, parce qu'il y a certains témoins qui ont été retrouvés, et notamment l'équipage entier d'un B-52 de cette fameuse affaire de Minot en 1968, qui a été, je crois, le fait qui a fait conclure précipitamment le rapport Condon. Alors pour nos auditeurs ne connaissant pas le thème, Bernard Toinel, est-ce que tu peux rappeler cette affaire assez brièvement ? Très brièvement, parce que je crois qu'on va y revenir en profondeur. Alors bon, c'est une affaire que je connaissais depuis 2000, sur laquelle je n'ai pas fait grande publicité parce qu'on m'avait demandé de le faire. C'est une grande enquête qui a pris 5 ans. C'est pour ça que c'est une enquête fastidieuse. Il a fallu retrouver les témoins, tous les militaires qui étaient un petit peu dispersés un peu partout aux États-Unis. C'est une affaire. Minot Air Force Base est une des grandes bases du Strategic Air Command, une base, je dirais, en front line, c'est-à-dire en avant-poste à l'époque de la guerre froide, donc qui faisait face à la Russie. Donc c'est une base qui se situe géographiquement au nord des États-Unis, pratiquement au nord-ouest, proche du milieu. Donc c'est vraiment sur la ligne médiane des États-Unis. Donc cette base avait une importance capitale sur un plan stratégique. Elle disposait d'un escadron, plusieurs escadrons de B-52H, donc des B-52 porteurs de l'arme nucléaire, et surtout des silos de missiles Minuteman, de missiles ICBM, donc intercontinentaux. Donc c'était une des plus grandes bases aux États-Unis, c'est toujours d'ailleurs une des plus grandes bases aux États-Unis. Et en 1968, en octobre 68 plus précisément, nous avons eu un survol d'un OVNI pendant plusieurs heures, et qui était observable à la fois par radar, visuellement par tous les techniciens, les militaires qui étaient en poste à l'époque, et qui étaient surtout en poste au moment de l'observation, et surtout une plateforme aérienne, puisqu'il y avait un B-52 en vol d'entraînement ce soir-là, parce que ça s'est passé en pleine nuit, et que c'est cet équipage qui a donc témoigné. Il y avait à peu près 16 hommes qui ont témoigné, 16 témoins qui ont rapporté pratiquement la même chose, c'est-à-dire en fait un atterrissage d'OVNI en plein milieu de silos de missiles intercontinentaux en zone totalement interdite. D'accord, donc une grosse affaire dont on va parler ce soir. On essaie de redonner du crédit aux États-Unis à ce sujet qui avait été rattrapé par le magazine Association. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il y avait une volonté, d'abord délibérée, je pense, de dénigrer l'Amérique en ce qui concerne, je dirais, l'information au niveau des ovnis. On le sait que le secret n'est pas uniquement américain, mais il est un peu universel, je dirais, quelque part. Mais il y a beaucoup de pays qui évoluent actuellement. La Grande-Bretagne a reconnu il y a quelques mois. Tout à fait, il y a un mois à peine, oui, il y a un mois. Il y a donc très peu de temps reconnu avoir enquêté officiellement sur le sujet, alors qu'il l'avait démenti pendant des années. C'est un peu la même chose en France, où on est encore dans une situation encore un petit peu plus hypocrite, c'est-à-dire on a un service officiel qui n'existe plus, enfin bref, on est un petit peu dans le flou artistique là. Aux États-Unis, je crois que on essaye de remettre les choses au point en disant de toute façon, nous allons assumer nos responsabilités, nous allons donc informer haut et clair le grand public aux États-Unis, et surtout par cette affaire de Minot, parce que cette affaire de Minot est absolument inconnue du grand public. Donc il faut bien comprendre qu'elle va tout à fait dans le sens contraire de ce qui avait été la conclusion du rapport Condon. Donc rappelons-nous ce que disait le rapport Condon dans sa conclusion, c'est que le phénomène OVNI ne constituait pas un problème de sécurité nationale et encore moins un problème scientifique.
Et là, c'est tout le contraire, puisqu'en fait, cette affaire de MyNote est justement le fait qui a, je crois, forcé l'Amérique à clôturer Blue Book. Parce que, effectivement, c'était ingérable. C'était ingérable, on était en pleine guerre du Vietnam et on ne pouvait pas admettre devant les Russes, devant tout le monde, qu'il y avait des engins inconnus qui survolaient et qui ne se contentaient pas de survoler, mais qui atterrissaient en plein milieu de sites totalement interdits. Et que finalement, le Pentagone et le Strategic Air Command s'est trouvé totalement dépourvu de moyens pour contrer cette menace s'il y avait une menace. Ce qui est assez intéressant et qu'on apprendra sûrement plus tard, c'est qu'il se passait sûrement la même chose de l'autre côté. On avait peur d'avouer qu'il y avait des éléments perturbateurs dans le ciel qu'on n'arrivait pas à contrôler. Ah ben dans tous les pays, la France aussi, oui. La France ne fait pas exception, mais en matière de diffusion d'informations, l'Amérique avait quand même, et a quand même une avancée que n'a pas la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas une interdiction de 60 ans sur les documents officiels, les rapports de gendarmerie et autres. Donc finalement cette affaire de MyNote a été corroborée également par un rapport qui existe dans Blue Book. Un rapport tronqué, certes, mais un rapport quand même qui atteste de l'existence de ce fait, de manière officielle. Alors l'émission de ce soir est très importante. La question qu'on se pose évidemment, c'est va-t-il n'y avoir qu'une émission bon d'accord, elle dure 2 heures, elle est en prime time, mais va-t-il n'y avoir qu'une émission ou est-ce qu'il est déjà prévu qu'il y ait une suite, c'est-à-dire d'autres petites émissions pour tenir au courant? Et surtout, par quels moyens est-on informé de ce phénomène aux États-Unis? Y a-t-il des chaînes de télé, des émissions de radio qui mettent en avant ce sujet-là? Ah ben absolument, et je dirais qu'il y a déjà une campagne de publicité que je n'ai jamais vue, moi, depuis que je suis aux États-Unis, et il y a beaucoup de gens qui ont rapporté la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a des clips qui annoncent l'émission de Peter Jennings et à peu près sur toutes les chaînes. Donc c'est une grande campagne de publicité, également dans la presse écrite, Newsweek, c'est pas rien, en a fait sa 4e de couverture pour annoncer l'émission de Peter Jennings. Donc on est véritablement dans un effet d'annonce qui est quand même important. Donc si c'était, je crois, une émission du style ce qui avait été fait en 66, parce que je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, pourrais-tu revenir à 66, effectivement. Oui, justement, en 66. Alors bon, là, Gilles de Bourdet et Jean-Gabriel Grélet pourront, je pense, rapporter quelle était l'atmosphère à l'époque, puisque Jean-Gabriel Grélet, je crois, avait été un des premiers à acheter le rapport Condon, donc mis en librairie en 1966, lorsqu'il était en escale, je crois, à New York. Donc ça, il pourra rapporter comment ça a été vécu aux États-Unis, l'ambiance de l'époque, et surtout la diffusion en avril 1966 d'une émission présentée également à l'époque par un des majors de la presse audiovisuelle américaine, qui était Walter Cronkite. Cronkite était l'équivalent de Pierre Sabag aux États-Unis. Donc Walter Cronkite, c'était le journaliste qui avait annoncé la mort de JFK en direct. C'était quand même donc quelque part. Alors lui avait fait une émission d'1 heure qui s'intitulait UFO, Friends or Foe, c'est-à-dire est-ce que les ovnis sont des amis ou des ennemis? Et puis en fait cette émission avait été un tissu de ce qu'on appelle le debunking, c'est en fait le démenti officiel de l'existence des ovnis. Et là on avait fait intervenir à peu près tous les sceptiques et tous les débunkers de l'époque. Et c'était une émission importante qui avait été également diffusée en prime time, comme aujourd'hui. Et donc là, presque 40 ans après, on recommence, mais peut-être avec un ton différent. Oui, même totalement opposé. On est même, je dirais, étonnamment extrêmement positif et affirmatif concernant le phénomène OVNI. Je crois que là, on n'a jamais... D'abord, on annonce la couleur dans cette émission, c'est-à-dire que c'est un phénomène extraterrestre, point barre. Et ça, c'est... Et on a enfin dépassé le cap, oui. C'est surprenant parce qu'il faut avoir des preuves pour ça. Donc attendons de voir ce qu'il va y avoir dans cette émission pour arriver à une telle conclusion. Parce que je crois que ce qui est quand même important, c'est que jusqu'à présent, il y a des gens qui se plaignaient justement d'un manque d'information, d'un manque de diffusion, surtout en France. Ben là, ils vont être un peu surpris, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qui va se passer justement? Alors, tu me posais la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ben nous, on a discuté entre nous, avec notamment les gens qui ont participé à l'émission, et ils m'ont dit la seule chose qu'on craint, c'est la vulnérabilité de nos témoins. En fait, les témoins, les officiers pilotes qui vont s'exprimer pour la première fois à la télévision américaine, surtout sur une grande chaîne,
n'est pas une chaîne thématique comme Sci-Fi ou comme History Channel. On va se retrouver là face à des témoins qui vont avoir face à eux, je dirais, les sceptiques, les scientifiques et tous les débunkers de l'Amérique. Donc c'est là où je crois que... Ou alors il ne va pas avoir de réaction du tout. Auquel cas, s'il n'y a pas de réaction, ça voudra dire que c'est vraiment quelque chose de préparé, d'organisé. C'est une émission qui est totalement en direct ou est-ce que c'est un montage ? Non, c'est un documentaire. Elle va être présentée, je pense, en léger différé, mais en ce qui concerne le documentaire en lui-même, il fait à peu près 2 heures, donc ce qui est quand même considérable. Et l'heure de diffusion n'est pas non plus anodine, c'est quand même 20 heures, heure de la côte Est. Donc ça veut dire, imaginons, le prime time en France, c'est je crois 20h30 ou 20h45. Ouais. Bon, c'est à peu près ça, donc c'est quand même pas rien. On ne peut pas dire que là, on le met dans une tranche horaire qui soit inaccessible. Moi, je me souviens de la première diffusion du documentaire de Vincent Gély, Le Secret Américain, c'était quand même à 11h du soir. Oui, c'est vrai. Un dimanche soir. Il y avait eu une rediffusion un dimanche après-midi, mais on était quand même très loin du prime time qui nous est proposé aujourd'hui. Et ABC, c'est un très gros réseau. Oui, c'est, je dirais, l'une des principales chaînes piliers aux États-Unis. Donc, ça veut dire que l'audience va être maximale. Et ça veut dire également que la suite va être que nos confrères, journalistes de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, va certainement demander à en savoir plus, notamment vis-à-vis des témoins qui vont s'exprimer dans cette émission. Et là, c'est un peu la crainte d'ailleurs des chercheurs ici, des ufologues. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dépassé par les événements ? Oui, en fait, c'est très positif. Oui, mais à condition que ça ne prenne pas une proportion très importante, parce qu'actuellement, on n'a pas de grands événements sur le plan médiatique, donc ça risque d'avoir un certain impact. Et c'est surtout le traitement de la presse écrite parce que cette affaire va être un fait déclencheur. Ça va permettre d'ouvrir les yeux de certains de nos confrères et surtout de dire il y a peut-être quelque chose à glaner là-dessus et tout le monde va s'y mettre. Ça, je pense, très honnêtement, connaissant bien la presse aux États-Unis, je pense que dans les jours qui viennent, on va avoir un développement médiatique, c'est évident. Une dernière chose, Bernard, au-delà des bandes annonces, est-ce qu'on en parle dans les journaux d'information ? Non, pas encore. D'accord. Parce que pour l'instant, le phénomène OVNI a toujours été un phénomène marginal qui fait sourire. C'est exactement d'ailleurs la présentation qui est faite de cette émission. C'est en fait, finalement, on n'a jamais pris au sérieux ce phénomène, on l'a toujours ridiculisé, mais finalement, il y a autre chose derrière. Ça, je crois que c'est important. Donc c'est là où je crois que le débat que vous organisez donc avec Jean-Gabriel Grélet et Gilles Labourdet, qui connaissent tous deux bien l'Amérique, qui vont pouvoir en parler et qui vont surtout expliquer pourquoi la France n'en fait pas autant. Merci beaucoup Bernard Toinel. Je rappelle le titre d'un de tes livres, Objets volants non identifiés, paru aux éditions Michel Lafon. Et puis évidemment, on se retrouvera sur l'antenne prochainement pour un bilan de cette émission, au-delà de l'écho qu'elle pourra avoir dans la presse française. Et j'essaierai de passer de larges extraits de cette émission dans votre vague d'OVNI. Merci Bernard et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, comme promis, après diffusion de cette soirée spéciale sur ABC sur les ovnis aux États-Unis, Bernard Toinel nous fait son compte-rendu. Bernard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, cette soirée a-t-elle tenu toutes ses promesses ? Oui, parce que, on n'est pas habitué à voir un documentaire d'une telle qualité sur des chaînes grand public et surtout traité de la sorte. D'abord, on a été surpris de voir un sujet dans le journal de 18h30. C'est 18h30 aux États-Unis. On n'a pas de journal de 20h. Donc, c'est le journal des 18h30 présenté par Peter Jennings, le Patrick Poivre d'Arvor américain, si je puis dire. Et il nous a présenté en fin de journal donc un sujet de 3 minutes sur l'affaire de Minot, donc qui s'est déroulé le 24 octobre 1968, donc qui avait effectivement impliqué l'équipage d'un B-52, entre autres, l'observation d'un ovni qui se baladait au-dessus d'une base stratégique, donc qui est celle de Minot, dans le Dakota du Nord. Le comportement de cet ovni était plus que bizarre, puisque en fait, beaucoup de soldats, de militaires alors en faction avaient détecté, avaient vu qu'il s'était posé très très proche des silos de missiles intercontinentaux. Donc il s'est permis dans le journal de référence de la chaîne, celui de 18h30, le plus regardé, de faire un teasing de l'émission qui aurait lieu le soir même. Ah totalement, le choix du sujet était plus que provocateur.
je me suis dit, on va avoir une réaction totalement opposée à ce qui avait été fait jusqu'à présent. Je crois que ça n'a jamais été fait dans les grands médias aux États-Unis. Je ne me rappelle pas, et ça je crois que de toutes les émissions que j'ai pu voir, y compris des vieilles émissions, on parlait donc de l'émission de Walter Cronkite en 1966 avec CBS, je crois que là on n'est jamais allé aussi loin. Ils ont vraiment osé, ils ont vraiment fait fort, et j'en suis, si je puis dire, j'en suis resté le derrière par terre. Ça m'a beaucoup impressionné, donc certainement je ne suis pas le seul à avoir été impressionné. La presse en a fait les échos, d'après ce que j'ai pu voir ici et là, aussi bien sur le web que dans les journaux, donc c'est quand même quelque chose qui est arrivé. Alors le contexte aussi était intéressant parce que avec l'histoire de l'hospitalisation du pape, on aurait pu croire que finalement la nouvelle aurait pu éclipser le sujet. Pas du tout. C'est ce qui se passe en France normalement. Lorsqu'on a un grand événement, ça éclipse totalement une telle émission qui n'est pas, je dirais, d'événement, où il n'y a pas un événementiel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pas du tout. Au contraire, ils sont restés sur la diffusion du sujet comme prévu. Donc on a assisté à cette fin de journal un petit peu surprenante. Ensuite, on en a remis encore une tartine avec un clip de quelques secondes pour annoncer l'émission. Et ensuite, avec un peu de publicité, avec toujours les annonces comme ça se fait à la télévision française, des restes, on est rentré dans le cœur du sujet dans l'émission de 2 heures. Alors déjà, on a une présentation avec des phrases chocs et je dirais un générique presque à la X-Files, mais enfin véritablement sérieux, présenté par quelqu'un de posé, Peter Jennings, très professionnel, et qui ne ridiculise absolument pas ou jamais dans cette émission le sujet. Ça, c'est quand même quelque chose de surprenant, et je crois qu'il ne correspond pas absolument au conspirationnisme dont on peut accuser souvent les journalistes. Donc on peut dire que dans cette émission de 2 heures, on a bien traité le sujet, une émission de 2 heures qui a duré en gros 90 minutes si on enlève les pubs. Sans pub, sans coupure, on a 90 minutes à peu près. Alors il y a le fait de traiter les émissions sérieusement, mais surtout de les traiter avec honnêteté. Est-ce que là on peut dire qu'on a traité tous les sujets avec le sérieux qu'il fallait ? La première partie, en tout état de cause, oui. La première heure, c'est la plus importante parce que c'est là où on a l'audience maximale. Et c'est là qu'on a passé les meilleurs sujets. Donc c'est peut-être pas un hasard. Et après, on a fait intervenir, c'est ça qu'à mon avis, les débunkers, comme on les appelle, les sceptiques, l'équivalent des zététiciens, je dirais, ont été relégués en deuxième partie, et je dirais, ont été un petit peu réduits à la portion congrue, ce qui montre quand même quelque part que Peter Jennings n'est pas dupe, et qu'il n'est pas rentré dans le jeu justement, mais il a été obligé de le faire. Qui est normal. Par éthique, par déontologie, il l'a fait. D'ailleurs, moi, si je l'avais fait, j'aurais fait la même chose, très honnêtement. Mais il faut donner un côté équilibré, donc j'y crois pas, mais c'est pas j'y crois pas. C'est le pour et le contre. C'est on a vraiment l'impression que dans cette émission, on nous présente les faits bruts de pommes en première partie, et c'est celle qui fait le plus mal d'ailleurs. Et la deuxième partie, on est un peu plus soft, on rentre un petit peu dans le mythe, dans les abductions, dans ce qui est un petit peu le côté cocasse, et puis on termine sur une note plus ou moins optimiste, puisqu'en fait, pour les ufologues, c'est quand même quelque part une reconnaissance de l'existence du phénomène. Dans notre entretien, Bernard, préalable à la diffusion sur ABC de cette émission spéciale, tu nous disais craindre les témoignages des différentes personnes. Oui, effectivement, parce que les témoignages ne sont que des témoignages, donc ils sont relativement fragiles. Donc, c'est une émission américano-américaine, donc on n'a pas traité du tout du sujet à l'étranger. Et là, j'y reviendrai parce qu'il y a un point important sur lequel je reviendrai parce que ce n'est pas anodin. Il y a une raison à ça. Cette émission, donc, a pris essentiellement en compte des témoignages de toute époque, de l'après-guerre, très bien reconstitués. On a des simulations, ce qui démontre les moyens dont ils ont bénéficié. Si on compare ça au dernier documentaire connu en France, qui était OVNI, le secret américain, je dirais que c'est d'un facteur de 1 à 10. Donc déjà, on voit les moyens qui ont été mis à disposition d'ABC. Par comparaison au documentaire de Vincent Juely, il n'y a pas photo. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait pour expliquer au grand public. Donc il ne s'agit pas de s'adresser aux spécialistes. Il s'agit là de présenter le sujet de manière le plus neutre possible
et avec le maximum de détails possible, compte tenu du timing, compte tenu de tous les impératifs de la télévision. Je crois que c'est un tour de force, c'est un bel exemple à la fois de journalisme et surtout de réalisation. Parce que moi, techniquement parlant, je trouve qu'en France, on n'a jamais fait une émission comme ça, et il y a tellement de tabous, il y a tellement et quand on connaît le mécanisme de la télévision américaine, on se dit que finalement, il y a plus de facilité. Manifestement, Peter Jennings avait les coups des franches. Là, ABC avalise le phénomène OVNI. D'une manière ou d'une autre, il le présente. Et alors, il l'avalise de telle manière que, en présentant un cas militaire, pas 36, mais ils en ont pris qu'un seul, qui est Minot, et qui est certainement le cas, et c'est vrai, le cas le plus surprenant, et c'est celui qui a certainement contribué à la fin de Blue Book, c'est-à-dire en d'autres termes que le projet Blue Book devenait ingérable vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des politiques. Donc il fallait arrêter ça le plus rapidement possible. Et là, je crois que c'était un petit peu la montée en puissance du phénomène OVNI. Et là, avec cette affaire de Minot, on atteint vraiment le sommet de ce qu'on peut trouver, puisqu'il s'agit pratiquement d'une confrontation. Alors, est-ce qu'on a traité aussi les gros thèmes de l'ufologie dont nous parlions récemment encore avec Gilda Bourdet, comme le cas Roswell? Alors, le cas Roswell était abordé en deuxième partie. Il était un peu réduit à sa plus simple expression. Donc, on est resté totalement classique. On a raconté... Alors, là encore, de très bons documents, surtout l'intervention de Jesse Marcel, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ça donne une certaine caution. On a fait intervenir le débunker, comme on dit les ufologues, Karl Pflock lui-même. Donc on n'a pas pris n'importe quelle personne, on a pris Karl Pflock parce que c'est le plus sensé, le plus posé, puis qui paraît le plus honnête. Bon, il faut savoir que c'est quand même un agent de la CIA. Donc effectivement, il n'est pas présenté comme tel, mais bon, lorsqu'on le sait, effectivement, on ne s'étonne plus de rien. Alors maintenant, il faut savoir peut-être le contexte. Bon, alors il y a des choses qui ont été oubliées dans Roswell, et pas des moindres. Et là, ça va faire bondir quelqu'un comme Gildas Bourdet. On a complètement oublié et occulté l'affaire du GAO. Et pourquoi on avait fait ce rapport, donc qui était à l'instigation du député Stephen Schiff. Donc ça, tout cela a été complètement occulté. Je crois que c'est très embêtant, mais peut-être que c'était voulu. On a gardé que le mythe, en fait. On a gardé que les témoignages, que certaines choses qui en fait, ne dépassent pas l'émission de Jacques Pradel dans l'Odyssée de l'étrange. C'est une chaîne de télévision qui se doit d'accrocher, évidemment, tu l'as dit, une pub toutes les 20 minutes. Donc, si ça a plu la première fois, on traite pas entièrement le sujet, puis on fait plusieurs spéciales. Pour l'instant, est-ce que c'est un ballon d'essai? J'en sais rien. En tous les cas, il a été transformé dans la première partie, un peu décevant dans la deuxième heure. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même un très très bon document. Alors, les émissions qui sont de taille, c'est tout ce qui a trait, on ne parle pas d'atterrissage, ni de traces au sol, qui constituent quand même quelque part des éléments d'analyse scientifique. Ça, on les a complètement occultés. Alors, ça veut dire qu'on a parlé beaucoup de Blue Book. En revanche, ça, c'est très bien. On a donc pris des dossiers de Blue Book, mais d'un autre côté, on a oublié, entre guillemets, le problème des analyses des traces au sol, tout ce qu'on a pu quand même collecter depuis une cinquantaine d'années. Et là, on a un petit peu oublié. Alors ça, c'est aussi, il y a une bonne raison à ça. Alors, je vais y revenir. D'un autre côté, on a également un petit peu oublié le problème de la recherche technologique, la propulsion. Mais ça aussi, c'est un sujet sensible. Il ne faut pas trop en parler, parce que ce sont des axes de recherche actuels, sans divulguer de grands secrets, pour les propulsions d'engins militaires. Est-ce que tu veux dire qu'au-delà des témoignages et de l'animation, ainsi que les reportages qui a été plutôt bien réalisés, c'est ce que tu nous as dit, oui. On n'a pas laissé parler les scientifiques ? On a laissé parler certains scientifiques. On n'a pas parlé, par exemple, de l'aspect de la technologie et de la recherche. Ça, c'est quelque chose qui me gêne, parce que c'est fondamental. Pour reprendre justement l'expression d'un des membres de Cometa que j'ai bien connu, il me disait, c'est l'aspect, justement, qu'on abordera le moins en ufologie, parce que c'est le plus sensible. Parce que ça relève justement des technologies sensibles, dans la recherche militaire, dans n'importe quel pays que ce soit. Et ça, je crois que c'est déjà, je pense, la grande omission. Mais ça, c'est normal. Je dirais, dans le contexte actuel, l'aspect technologique est un aspect qui gêne beaucoup. Donc ça, on ne va pas en parler.
Et notamment aux États-Unis, c'est un peu normal. Je comprends parfaitement. Troisième omission de taille, ce sont les réglementations, les textes qui existent. C'est-à-dire JANAP 146, c'est-à-dire les AFR 200, etc., dont vous a parlé Jean-Gabriel Grélet, entre autres, totalement oubliés. Donc, c'est-à-dire les textes de loi, ça, il y a eu pourtant des textes qui étaient très importants et qui voulaient dire ce qu'ils voulaient dire dans leur formulation. On parlait d'objets vraiment non identifiés, d'appareils non conventionnels. Bon, c'est quand même pas rien. Je veux dire, il y avait des textes, il y avait des expressions, ça, on n'en parle pas. Une omission de taille également, c'est le survol des centres atomiques. Quels qu'ils soient, les bases, les centres de recherche et tout ça, on a complètement évacué la question. Mais par contre, on parle de Minot. Alors c'est ça qui m'a, moi, un petit peu étonné, c'est qu'on puisse parler de Minot, mais sans préciser qu'en fait, finalement, il y avait des armes nucléaires. C'est-à-dire, on parle du sujet, mais sans dire finalement ce qu'est Minot, ce que constituait Minot et ce que constitue Minot même encore aujourd'hui. C'est surprenant. Ça veut dire en d'autres termes qu'on s'avance prudemment sur des œufs, mais on tape le terrain. C'est exactement comme ça que je l'ai senti. Tu penses que cette émission était trop vulgarisée ? Elle n'était pas trop vulgarisée, elle était parfaite sur le plan de la vulgarisation. Par contre, sur le plan de la timidité des sujets, oui. Oui, parce que lorsqu'on a des cas qui mettent en cause la sécurité nationale, et on ne veut pas dire le nom, en fait, finalement, de ces armes atomiques, parce que c'est finalement le point central des survols, c'était bien ça. Ce sont les armes nucléaires. Bon, ça, on n'en parle pas. On parle de B-52, on parle de missiles intercontinentaux, mais bon, c'est entre les lignes. Et ça, je crois que c'est flagrant dans ce documentaire. Là encore, il fallait peut-être pas trop en demander. Il faut y aller prudemment. Je comprends parfaitement mes collègues. Ils sont quand même sur des œufs. Et puis ABC, c'est pas rien. C'est pas une chaîne câblée qui fait 15 000 auditeurs ou 15 000 téléspectateurs. Hein. Donc il faut savoir gérer. Donc il y a des compromis. Je dis pas compromission, mais je dis des compromis. Deuxième point. Donc une émission, c'est rien pour l'étranger. Bon, ça c'est normal. Je veux dire, aux États-Unis, on est un petit peu déconnecté de tout ce qui se passe dans le monde, géographiquement parlant et autres. Donc on se préoccupe de ce qui se passe sur le territoire national, qui est déjà très important. Hein. Donc ça c'est un petit peu dans la mentalité. Bon, ça on voit pas, on acquiesce, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Mais manque donc tout l'aspect international des services étrangers, de Jean-Jacques Velasco, du CEPRA. Moi, ça m'aurait bien plu de voir quand même une interview de Jean-Jacques Velasco qui démontre comment le CEPRA fonctionne. Mais là encore, ça aurait obligé les officiels à justifier l'absence d'un service officiel aux États-Unis. Tu vois, c'est quand même très délicat. Alors Deuxième réponse du berger à la bergère entre les Américains et les Français, c'est surtout le pied de nez qui a été fait à Jean-Jacques Velasco pour l'affaire du 28 janvier 1994, le cas du commandant Duboc. Parce que Jean-Charles Duboc est le seul pilote commandant de bord à témoigner dans ce documentaire. Et c'est pas rien parce qu'ils se sont déplacés en France pour l'interviewer et ils ont fait une reconstitution de son observation. Ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent, je crois. Jean-Charles Duboc, qui pourtant, depuis, avait arrêté de s'exprimer sur le sujet. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors lui, il s'exprime là en anglais. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne parle pas du lieu, il parle de son avion, mais on ne parle pas du tout du lieu. Donc c'est pas que ça se passe en France. On présume que ça se passe en Europe, parce que ils n'ont donné rien du tout, ils n'ont donné ni de nom, ni de référence. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. C'est un pied de nez. Ça, c'est... vous nous avez pris le sujet de Minot, vous avez publié avant tout le monde, sans nous demander la moindre autorisation, et ben nous on fait la même chose avec votre témoin Jean-Charles Duboc. Parce que vous reposez sur le cas du 28 janvier 1994, et ben on fait la même chose. C'est assez embêtant parce que ça relance encore des querelles de personnes. Et en même temps, on a reçu beaucoup d'ufologues sur le plateau. Ils ont tous étudié des cas qui avaient été découverts par d'autres. Restons sur l'émission, Bernard. C'est très compliqué, il y a des enquêtes qui sont effectuées, il y a des résultats d'enquête, il y a des documents officiels, mais il y a des emprunts malheureux. C'est des maladresses, mais quelque part, c'est très dommageable qu'on ait des règlements de compte comme ça. Oui, tout à fait. Et qu'en est-il des autres pays? Parce que là, tu viens de nous parler de la France. On n'a pas parlé de l'Europe, on n'a pas parlé du Chili, on n'a pas parlé de l'Amérique du Sud. On a très succinctement
montrer les vidéos des fameuses lumières du Mexique, de Campeche. Bon, je dirais, tout cela me paraît un peu bizarre parce que ces lumières ont été controversées, mais là on les présente comme des lumières d'OVNI finalement, alors on comprend pas trop. Mais sinon, au-delà de ça, non, on parle pas du tout de l'étranger. D'abord, on commence par un sondage qui démontre qu'à peu près 40 millions d'Américains, non pas croient aux ovnis, mais relatent avoir connu ou avoir eu un des membres de leur famille en tant que témoin d'observation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas aussi isolé. C'est non pas un phénomène de masse, ça serait beaucoup dire, mais au moins on dit qu'une personne à peu près sur 3 ou sur 4 a été témoin de ovnis, ce qui est déjà pas mal. Alors Bernard, est-ce que tu penses à la suite de cette émission spéciale qu'aux États-Unis, le sujet va être relancé de manière plus sérieuse et qu'on risque de voir plus fréquemment des émissions sur le sujet et surtout traitées d'une manière correcte? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, ça c'est l'actualité qui le jugera, parce que bon, il faut quand même qu'il y ait de l'actualité. Si on n'a pas d'actualité, on va pas repartir sur le sujet des ovnis. Ce qui a déclenché cette émission, c'est pas bon, parce qu'on a parlé de beaucoup de cas. J'ai parlé de MyNote, mais on a parlé du 13 mars, je crois, 1997, donc à Phoenix, les fameuses lumières de Phoenix. On a traité des cas où il y avait des policiers qui avaient été témoins, notamment à Lebanon, en Ohio, il y a 2-3 ans là. Donc c'est très récent, hein, qui ont poursuivi des ovnis en voiture de patrouille, et les gars ont témoigné à visage découvert sans aucun problème. Est-ce que des policiers sont des témoins crédibles? Bien évidemment. Dans toute enquête criminelle, les témoignages sont extrêmement importants, donc dans le phénomène OVNI, il n'y a pas exception. Donc ça, c'est intéressant. On a d'autres interventions dans cette émission. On a notamment l'intervention des gens de SETI, alors qui représentent effectivement la science pure et dure, qui ne veulent pas entendre parler du phénomène OVNI, mais ce qui est intéressant, d'une manière générale, dans cette émission, c'est qu'on donne une étiquette au phénomène OVNI. Et là, on n'y va pas par 4 chemins. Parce que jusqu'à présent, on disait, le phénomène OVNI, point barre, c'est un phénomène qu'on doit étudier, qui est un phénomène céleste, blablabla, blablabla. Et puis finalement, là, on annonce la couleur. D'ailleurs, dès le début, on dit c'est un phénomène, si c'est un phénomène réel, c'est un phénomène extraterrestre. On donne aucun élément, je dirais, d'appréciation, mais enfin, si des journalistes se lancent là-dedans, c'est que quelque part, on leur a dit. Et qui leur a dit? Alors ça, j'en sais rien, mais il y a quand même des gens suffisamment haut placés, à mon avis, qui leur ont dit, écoutez, c'est un phénomène extraterrestre. C'est un peu, du reste, la conclusion de Jean-Jacques Velasco dans son livre. Dans cette émission de Peter Jennings, c'est intéressant quand même de voir qu'on attribue finalement certaines abductions, on dit c'est un phénomène extraterrestre. Si c'est vrai, c'est un phénomène extraterrestre. On n'y va pas par 4 chemins. C'est peut-être quelque chose qui est dangereux, mais dans un média comme ABC, moi je trouve ça assez surprenant. Donc il va falloir, à mon avis, prendre des gants et beaucoup de recul pour voir quelle a été leur conclusion, pourquoi ils ont eu cette conclusion. Et c'est très intéressant. Alors, oui. Quand on a beaucoup parlé d'HYNEC, et ça j'ai été aussi étonné, c'est qu'on parle longuement d'HYNEC et on annonce également la couleur. On a dit que le premier, celui qui s'est véritablement révolté contre la clôture de Blue Book a été HYNEC, qui a complètement retourné sa veste. Et ça, ils le disent. Alors, ils disent pourquoi. Il y avait un antagonisme au sein même de Blue Book, et ça, ils le disent. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'il était scientifique et que les autres ne l'étaient pas, il était fatalement en opposition de phase. Et ça, je crois que c'est très intéressant parce que ça démontre quelque part qu'on a des scientifiques purs et durs qui ne veulent même pas entendre parler du phénomène, à tel point d'ailleurs que lorsqu'on a abordé la question de SETI avec Frank Drake, Seth Shostak et Jill Tarter, qui est la fameuse, en fait, qui est incarnée par Judy Foster dans Contact, la scientifique, qui explique en vol. Alors là, j'ai eu une émotion parce que je me suis dit, à un moment donné, il y a Jill Tarter qui s'explique, elle était en vol avec son époux à bord d'un avion privé, elle explique qu'elle a vu une lumière, et ils se sont dit, et alors là, c'est là qu'on voit la malhonnêteté des scientifiques. Et c'est, je crois, quand on va revoir cette émission, quand on va pouvoir la visionner, on va comprendre l'état d'esprit des scientifiques. C'est-à-dire que même le nez dans le purin
eh bien, ils voulaient pas croire qu'ils avaient une espèce de lumière qui leur fonçait vers eux. Et ils ont été soulagés parce qu'il s'agissait en fait de la lune qui était dissimulée derrière des nuages. C'est pas si malhonnête, ça. C'est typiquement malhonnête. Je dirais, on est quand même quelque part face à des gens qui devraient avoir un esprit curieux et ouvert, et en fait, fatalement, on a affaire à des gens totalement butés, bornés, qui ne veulent même pas croire ce qu'ils voient. C'est grave. Tu connais cette fameuse sortie, Bernard, si je voyais un ovni atterrir dans mon jardin, je tournerais la tête. Oui, bien entendu. Ah ben c'est exactement ça. Et Jules Carter, qui n'est quand même pas une imbécile. Jules Carter, c'est une des principales scientifiques. Et normalement, ces gens qui sont censés, qui doivent rechercher l'existence d'une vie extraterrestre, font tout pour l'ignorer. C'est qui pas beau. Alors moi, quand j'ai vu ça, et je crois que Peter Jennings a fait exactement cette émission et montre les scientifiques, c'est une arme à double tranchant qui va leur revenir à travers la figure, mais bien comme il faut, parce que aucune personne, même quand on a cité les conclusions des rapports officiels, par exemple pour Minot, eh bien, la conclusion officielle, c'est évidemment d'éluder le cas et de dire que finalement les pilotes, tous les équipages, les gens au sol avaient vu des étoiles. Voilà, c'était, allez, circuler, il n'y a rien à voir, mais ça, il n'y a personne qui sera dupe. Mon épouse qui était à côté de moi, et qui pourtant n'est pas, je dirais, une pro-ufologie, bien au contraire, hein, eh bien, elle m'a regardé, j'ai l'air de dire, mais ils nous prennent pour des imbéciles. C'est absolument pas un témoignage d'étoiles. Et puis, il n'y a aucun, je dirais, pilote de l'Air Force qui peut... Alors c'est ça, c'est pour ça que ce témoignage, c'est un seul témoignage de qualité concernant les militaires, mais il fait très mal parce qu'on se voit mal de réfuter la qualité professionnelle de leurs propres équipages. Parce qu'on sait comment ils sont entraînés. On peut toujours dire d'un pilote civil, oh, il yoyote de la touffe, il est pas bon, de toute façon. Mais là, ce sont leurs propres équipages. Ils peuvent pas les réfuter. Est-ce qu'on a parlé, Bernard, dans cette émission spéciale, des documents déclassifiés? Absolument pas. C'est-à-dire les documents du FBI, des documents de la CIA, absolument pas. On a éludé, je dirais, toutes les questions d'ordre sensible, qui manifestement ne pouvaient pas passer dans un grand média comme ABC, parce que là, ça faisait trop. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Je pense que faut pas se plaindre. On a eu véritablement là une émission, non pas pirouette, hein, mais une émission d'élégance. Si tu devais en tirer quelque chose, que dirais-tu? Je dirais que j'ai été agréablement surpris. Je dirais que finalement, le conspirationnisme aux États-Unis, là, j'y crois pas, parce que je crois qu'on aurait tout fait pour effacer cette émission, pour la mettre en dehors. Donc, ce qui prouve qu'il y a une certaine liberté que malheureusement on n'a pas en France. Hein, parce que lorsqu'on voit les heures de diffusion de documentaires et le nombre de documentaires revenus sur les chaînes officielles en France, je pense qu'on est encore loin de faire la même chose qu'ABC, ça c'est clair. D'un autre côté, je dirais que les scientifiques ont été relégués à la partie la plus reculée de l'émission, ça m'a amusé. Par contre, il y a eu beaucoup de missions importantes qui n'étaient pas déterminantes, mais par exemple pour les documents, oui, ça c'est quelque chose. Mais par contre, à leur corps défendant, on a quand même cité la lettre du général Twining. Mais on est resté quand même dans l'exploitation positive du rapport Condon. C'est-à-dire qu'on est tout à fait dans le livre Les documents interdits là, de Jean-Gabriel Grélet, on reste tout à fait dans cette optique-là. Mais on reste aussi dans le bouquin de Parmentier. 60 ans de désinformation. Voilà. Là, il n'y a pas eu de désinformation. Là, dans cette émission, il n'y a pas de désinformation. Il explique pourquoi il y a des non-dits. Dans cette émission, je dirais, il y a beaucoup de non-dits. Mais il faut comprendre pourquoi il y a des non-dits. C'est pas anodin. On n'a pas fait ça avec une idée tordue derrière la tête de dire on va raconter des imbécilités aux gens. Non, pas du tout. On a été très honnête. Moi, je crois que sur le plan éthique, c'est très difficile de faire beaucoup mieux. Bien sûr, tout est perfectible. Cette émission n'est pas quand même une émission... je crois qu'elle constitue quand même une locomotive. Hein. Justement, c'est ce que j'allais te demander. On a fait un pas en avant dans la recherche ufologique. Ah oui, ça c'est indéniable. Ça, alors celui qui annonce... Alors, évidemment... On ne peut pas contenter tout le monde et son père. Je crois que dans ce domaine-là, il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des grincheux qui vont dire « Ah bah oui, mais on a fait appel aux débunkers ». Non. C'est une émission qui, à mon sens, est très objective parce qu'elle laisse parler les témoins.
Bon, même au montage, ça ne se sent pas. Moi, connaissant l'affaire de MyNote en détail, donc je peux dire qu'elle a été vraiment très bien présentée. Alors, il y a des erreurs, mais ça, on peut pas non plus demander quand même à des journalistes qui sont pas dans le coup de faire un zéro faute. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a certaines erreurs. Bien sûr que j'en ai repéré pas mal, mais dans l'état actuel des choses, c'est une émission quand même qui est une grande première. C'est une émission qui va laisser des traces, non pas au sol, mais dans les esprits des gens. On peut, à mon avis, imaginer qu'il va y avoir une réaction, je pense, des scientifiques et des gens qui finalement combattent le phénomène ufologique avec la façon qu'on connaît. Je donnerai ma main à couper qu'on va faire encore ressortir les sociologues de service pour occuper l'esprit ailleurs. Surtout, je crains malheureusement que cette émission ne passe jamais en France, parce qu'elle est trop américaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être regretter, mais de toute façon, c'est la vérité. Et de toute façon, elle n'est pas destinée à l'export. Mais elle est quand même intéressante. Mais toujours est-il que je crois qu'on va essayer toujours de dénigrer et de détourner l'attention du grand public. Très bien. Ce qui n'est pas le cas de cette émission. Je crois que là, moi, je dis bravo à Peter Jennings. Eh bien, merci à toi, Bernard. Merci pour ce compte-rendu. Et on peut espérer, pourquoi pas, un jour l'avoir en France. Ça sera à mon avis sur une grande chaîne nationale, je n'y crois absolument pas. Il faudrait vraiment qu'on ait un événement très important. Je pense pas que... Bon, on sait jamais, mais une émission comme ça qui passe dans une chaîne câblée, oui. Oui, sur Planète, entre autres. Oui, mais je dirais c'est de quantité négligeable. Je crois que ça ne touche personne. Planète n'a pas d'audimat. Il faudrait que ce soit un TF1, France 2, mais alors là, moi, je n'y crois pas. C'est pas possible, vu l'état d'esprit des directeurs de programme, quand on connaît les difficultés, il faut prendre simplement ce qui s'est passé dans nos frontières. Lorsqu'on a publié, parce qu'il y a beaucoup de gens, on va terminer là-dessus, parce que c'est important. J'entends parler d'ici et là des gens d'ailleurs qui s'expriment et qui n'ont pas été concernés pour la publication du rapport Cometa dont on n'a jamais parlé dans l'émission, je tiens à le dire. Ça, c'est normal, parce que, bon, c'est aussi quelque part un pied de nez. Le rapport Cometa, quand on a des partenaires, il faut que tout le monde soit d'accord pour faire la publicité. Nous, on a été plus que frustrés de ne pas avoir pu faire de publicité, même pas d'avoir pu faire de conférences. Parce que moi, j'avais demandé à faire qu'on fasse une conférence de presse, et pas n'importe où, carrément au Salon du Bourget. Et on était en 1999, il y avait le Salon du Bourget, j'ai dit c'est le moment où jamais on a toute la presse internationale, ça va faire un foin du tonnerre. Et les gens du Cometa, au contraire, se sont dit mais pas du tout, il n'en est pas question. Non, ils n'ont jamais voulu communiquer. Alors qu'ils viennent pas nous dire qu'on n'a pas fait notre boulot, nous, à VSD hors série, on a fait notre boulot. Mais on ne pouvait pas aller au-delà de la volonté des gens. Donc je pense qu'on est à peu près dans ce domaine-là. Il faut, soit on veut faire la publicité de quelque chose, et on le fait, soit on fait rien. Et là, on était un petit peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'un rapport est distribué, au moins il faut l'assumer, il faut le suivre, il faut en faire la promotion. Pas du tout. Ça, c'est très franco-français. Parce que lorsqu'il y a eu le rapport de la commission Sturrock, Peter Sturrock, le président de la commission, il n'hésitait pas à aller dans les médias. Hein. Je crois qu'il ne faisait pas sa sélection, il y allait franco et puis basta. Puis je crois que c'est le but, c'est d'assumer un rapport. C'est ça, quand on publie quelque chose, il faut l'assumer. Très bien, Bernard Tonnel. Merci beaucoup. Merci.